Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Ça sent les vacances, mais en même temps, c'est le rendez-vous économique de votre chaîne. Alors, on va parler d'activités saisonnières pour les entreprises et les salariés. C'est notre rendez-vous de deuxième partie d'émission. Et tout de suite, l'intelligence économique. C'est quoi ? Eh bien, c'est que l'entreprise doit s'intéresser à ces informations, les protéger, tout en regardant ce qui se passe aussi autour d'elle. On en parle tout de suite. Bienvenue, Jean-Christophe Godest, responsable ingénierie et études à NFID, et vous animez le déploiement de l'intelligence économique dans notre région auprès des entreprises. C'est quoi précisément l'intelligence économique ? L'intelligence économique, c'est maîtriser l'information stratégique pour aider à la prise de décision. Donc, très précisément, c'est permettre d'innover, mieux innover. C'est permettre d'identifier des opportunités, notamment les opportunités de marché, bien en amont. C'est mieux comprendre et c'est mieux agir sur son environnement. Ah ouais, donc l'intelligence économique, ça peut aider le développement de l'entreprise. Tout à fait. Très concrètement, par des actions de veille, veille stratégique, veille commerciale, veille concurrentielle. Ça permet aussi de mieux se protéger des actions malveillantes. Ne pas se faire piquer ces infos. Tout à fait. Vous avez des exemples ? Écoutez, il suffit de prendre le train entre Lille et Paris et on entend beaucoup de choses. Ah ouais. Et puis, effectivement, il y a aussi malheureusement beaucoup d'attaques informatiques et de piratage de sites Internet. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de protéger son information. L'Internet diffuse tout le temps, partout. Oui. Il y a moyen quand même ? Il y a des actions, il y a des partenaires qui nous permettent justement d'accompagner les entreprises dans cette protection de l'information et justement d'éviter ce genre de malveillance et d'accidents. Alors vous allez nous dire comment on s'y prend dans quelques instants, mais avant on va découvrir un exemple. L'entreprise Siloc qui a démarré un programme de veille technologique. Regardez, c'est un peu ce que vous disiez au début, regardez ce qui se passe autour de moi pour accélérer mon développement. Et c'est efficace, regardez. Chaque année, 1500 tonnes de colle industrielle sont conçues et fabriquées au sein de ces laboratoires. Depuis plus de 20 ans, cette société propose des solutions de collage et d'assemblage. Celles-ci sont destinées à des secteurs variés comme celui des arts graphiques, de l'industrie automobile ou encore de l'imprimerie. Alors ce produit est un produit qu'on a développé pour le groupe Hamelin, pour la fabrication de cahiers, qui a des propriétés d'adhésion et de souplesse particulièrement développées et très différentes de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Ça nous a demandé 18 mois de développement. C'est un produit non seulement innovant, mais c'est un produit nouveau, puisque ce type de cahier n'existait pas, ce type d'association entre le papier, le plastique et les couvertures n'existait pas dans le domaine scolaire. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans l'innovation pure et simple. Siloc s'inscrit dans une démarche d'intelligence économique pour rendre ses pratiques de veille plus efficaces. Depuis 2010, l'entreprise utilise un outil de veille technologique développé par Matikem, le pôle de compétitivité, spécialiste en matériaux et chimie écologique. La première démarche, c'est que ça sensibilise l'ensemble du personnel sur un besoin que l'on a de se tourner vers l'extérieur. Donc s'intéresser à ce qui se passe en dehors de l'entreprise. L'outil de veille technologique que l'on utilise doit, pour être utile, être paramétré au départ. Donc on doit lui dire quels sont les types d'informations que l'on veut avoir. Aujourd'hui, je considère que c'est intellectuellement un outil phénoménal. En termes de gain de temps, ça existe aussi, donc il va falloir le matérialiser ou en tout cas mettre des chiffres dessus. Mais c'est vrai que ça nous permet d'éviter de lire des centaines d'articles ou des centaines de revues qui concernent notre activité. L'entreprise Siloc a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros. En 2010, elle a été récompensée par le trophée de la performance environnementale. Voilà un outil de veille technologique et en même temps, les PME ont des difficultés à appréhender cette nécessité de protéger ces informations et de faire de la veille. Alors, elles sont concernées en premier chef pourtant. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a élaboré avec l'État, le Conseil régional, en forte impulsion, une stratégie régionale d'intelligence économique pour justement leur permettre d'accéder à tous ces outils, toutes ces méthodes qui vont les permettre de faire de la veille, qui vont leur permettre d'innover, de mieux innover, de
peut-être d'avoir une meilleure présence à l'international et puis de protéger leur Alors savoir-faire. concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour développer cette culture de la protection d'une part, de l'anticipation d'autre part? C'est de les former, de les sensibiliser et de les accompagner surtout dans la prise en main, comme on a vu dans le reportage, de ces outils qui vont leur permettre de mieux anticiper et de mieux préparer l'avenir. On vous donne l'adresse, notez-la bien, parce que vous pouvez vous renseigner sur le site ginov.com pour avoir accès à ces dispositifs. Voilà, tout à fait. Vous y retrouverez tous les contacts, les pôles de compétitivité, les chambres de commerce, la communauté d'universités et les établissements d'enseignement supérieur qui sont aussi très impliqués. Oui, d'autant que j'ai vu que l'IAE de Lille va lancer prochainement une formation post-master pour les professionnels qui bossent là-dessus, sur les démarches d'intelligence économique. Pas mal. Exactement. Il s'agit de donner des réponses d'intelligence économique dans toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit la communication, le marketing, la finance, la stratégie. Merci beaucoup. Alors c'est tout le temps ça, parce que maintenant on va parler d'activités saisonnières pour l'été. Mais l'intelligence économique, c'est tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue Grégory Diony, notre expert, avec ce dernier rendez-vous de l'année. Donc il vient presque en Bermuda, avec ses lunettes de soleil, pour parler d'activités saisonnières. Et on va parler de ce sujet au travers de l'un de vos adhérents dans la région. Je vais vous emmener au camping, vacances oblige, au camping des Pins, à Givelde. C'est Isabelle et Thérèse, la mère et la fille, qui gèrent le camping. C'est une belle illustration des enjeux, des problématiques quand on a une entreprise qui a une activité saisonnière. On part au camping. Thérèse et Isabelle, mère et fille, gèrent ce camping familial 4 étoiles situé sur la côte d'Opale. À quelques semaines des vacances d'été, elles se préparent à l'arrivée des vacanciers. Pour cela, chaque année, elles recrutent de nouveaux saisonniers. L'aide des saisonniers est pour nous indispensable au mois de juillet-août, surtout, où là on passe à 8 saisonniers. Et à partir d'avril, sinon, on a 2 saisonniers. Il s'agit pour la plupart de femmes de ménage. Et il y a également une personne qui fait l'entretien du bassin et une autre personne qui s'occupe de l'animation. Nous avons quelques difficultés à trouver les saisonniers, surtout pour les tout petits contrats de mois, donc les mois de juillet et août, où ce sont des contrats inférieurs à 10 heures semaine, donc on a du mal à trouver. Allô, oui, bonjour Isabelle, au camping des Pins. Ici, le camping réalise jusqu'à 50% de son chiffre d'affaires annuel en quelques mois. Pour faire face aux périodes creuses de l'année, le camping met à disposition de mars à décembre 125 emplacements de type résidentiel. Nous avons décidé de miser sur le résidentiel, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui louent un emplacement à l'année, plutôt que de miser sur les tentes où là, ici dans le Nord c'est difficile, c'est uniquement que 2 mois en juillet-août. En deuxième point, nous avons choisi d'aménager une piscine pour étendre la haute saison et ça nous permet donc d'être au complet cette année, de avril jusqu'à fin septembre déjà. Durant la période estivale, ici, 600 à 800 vacanciers retrouveront leur havre de paix. Pour rappel, le Nord-Pas-de-Calais est la 8e région touristique en France. Elle se classe 9e en termes d'emploi. Ils sont heureux au camping des Pins. Alors, voilà une activité saisonnière. Est-ce qu'il y a un encadrement légal de ce type d'activité ? Il n'y a pas de définition de ce qu'est une activité saisonnière. Alors, il y a bien le Code de la sécurité sociale qui s'est essayé à une définition, mais elle est très générique. Alors, c'est vrai que quand on parle de saison, on parle tourisme, hébergement, restauration. Mais la saison, c'est également pour des activités, je dirais, cycliques, comme les activités sportives, les clubs sportifs, les musées, le transport, qui connaît aussi la notion de saisonnalité et de cycle. Donc c'est aussi ces notions-là qu'il faut intégrer, mais pas de définition. Et quels sont les enjeux pour ce type d'entreprise ? Il y a 2 dimensions. La première, c'est la dimension sociale, puisqu'il faut gérer du personnel avec une activité qui est incertaine. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est la dimension économique, puisque sur une durée courte, il faut réussir
à réaliser son année. Alors, on décrypte rapidement. Dimension sociale, concrètement? Alors, dimension sociale, là, il y a deux enjeux. Le premier, c'est l'enjeu du contrat de travail, trouver les bons outils adaptés à sa saison. Alors, il y a des solutions. Le CDD de saison, qui a des aménagements par rapport au CDD classique. Il y a le contrat de travail intermittent, qui prévoit des périodes travaillées et non travaillées. Donc, ce sont deux outils qui permettent de contractualiser pour des saisons. Et après, le deuxième sujet, quand on a du personnel, c'est le temps de travail. Rappelons qu'il y a des durées maximales journalières 10 heures, durée maximale hebdo 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Au-delà, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail. Alors, il y a quelques secteurs d'activité qui ont des dérogations. Je pense notamment au monde agricole, quand c'est la période de moisson, etc. Bon, vous avez bien noté ces points spécifiques. Vous parliez aussi de la dimension économique. Quels sont les points de vigilance ? Alors là, il y en a plusieurs. Les deux premiers points de vigilance qui sont très liés, c'est l'estimation du stock de matières premières ou de marchandises que l'on a besoin pour réussir sa saison. Et le deuxième, c'est l'estimation du délai de rapprovisionnement avec ses fournisseurs, pour ne pas passer à côté de sa saison. D'accord. Donc là, la moins mauvaise estimation, c'est de partir sur les chiffres N-1. D'accord. Et puis le deuxième point très important, vital, la trésorerie. Travailler en budget de trésorerie, parce que sur une courte période, il va falloir générer les recettes qui vont permettre de faire vivre l'entreprise sur tout le reste de l'année. La saison démarre. Vous avez des conseils pour se prévenir d'une mauvaise saison, à part la météo? Mais je ne pense pas que vous y soyez pour grand-chose. Ah non, on n'a pas cette capacité-là, malheureusement. Mais alors, la première chose pour se prémunir quand on est activité saisonnière, on l'entend dans le reportage, c'est de développer des activités ou contre-cycliques ou qui, elles, ne dépendent pas de la saison. Il existe aussi, dans certains cas, la possibilité de couvrir par des assurances, notamment certains aléas climatiques. D'accord. 2 mots sur un sujet d'actualité, l'ouverture du dimanche. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? On est concerné ici, non? Alors, on est concerné. Il faut savoir qu'il existe des dérogations permanentes qui sont données par le préfet. Alors, on a différentes communes. C'est lié à la commune, il faut en faire la demande. Je vais citer quelques villes de la région. Il y a le Touquet, Ardelot, par exemple, voilà, sur le littoral. On a Bergues, c'est vraiment mondialement connu maintenant. Arras, Neu-les-Mines. Je dois encore en oublier, mais on a des communes sur la région qui ont ces dérogations permanentes. Merci beaucoup. L'affiche, vous pouvez la télécharger avec des tas de renseignements pratiques. Et puis, au printemps, ça s'est bien passé. Les vacances, donc, on devrait passer une belle saison touristique et économique. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.